Nous allons vous présenter notre projet pour le cours d'introduction à l'apprentissage machine. Notre projet porte sur le jeu de données NIH Test X-Rays. Nous allons d'abord introduire la problématique du projet, présenter le jeu de données et notre stratégie de solution. Ensuite, nous allons présenter les 3 modèles implémentés puis discuter des résultats obtenus. De nos jours, la détection et le diagnostic de maladies assistées par ordinateur sont de plus en plus courants car ils permettent de confirmer ou non le diagnostic posé par un médecin. Le jeu de données comporte plus de 112 000 photos de radiographie pulmonaire de plus de 30 000 patients. On a 14 maladies pulmonaires à classifier et il est possible qu'un même patient possède plusieurs maladies en même temps. Le jeu de données comporte donc des images de patients ayant parmi ces 14 maladies et également des patients dont aucune maladie n'a été trouvée. Le jeu de données est biaisé car il possède beaucoup plus d'images de patients jugés sains que d'images de patients ayant une ou plusieurs maladies. On remarque également que la hernie est en très faible proportion par rapport aux autres maladies à classifier. On voit à l'aide de la distribution de l'âge des patients que la majorité des patients ont entre 50 et 60 ans. On peut aussi observer la proportion des maladies en fonction de l'âge des patients. On remarque que la hernie a tendance à apparaître chez des patients plus âgés comparé à toutes les autres maladies. Afin de classifier les images en différentes maladies, nous avons décidé d'implémenter 3 réseaux de neurones à convolution. Chaque réseau est inspiré du précédent et modifié afin d'optimiser ses performances ou réduire son temps de calcul. Les blocs de convolution sont au cœur des 3 modèles implémentés et ils se retrouvent à plusieurs niveaux dans leurs architectures. Chaque bloc de convolution prend en entrée un tenseur auquel il va appliquer plusieurs couches. Les résultats obtenus par ces couches sont ensuite concaténés. Le résultat de cette concaténation correspond à la sortie du bloc de convolution. Cependant, on remarque le problème du goût computationnel qui peut rapidement devenir très important. Pour pallier à ce problème, une convolution un par un appelée bottleneck layer est appliquée avant chaque autre couche de convolution du réseau neurone. Cela va permettre de réduire le coût computationnel. On va ensuite présenter les 3 modèles implémentés pour ce projet. Chaque modèle prend en entrée une image de taille 1024 par 1024, qui sera réduite à une taille 256 par 256, puis coupée pour avoir une taille 224 par 224. Elle sera ensuite transformée en tenseur, puis normalisée, avant d'être traitée par le modèle. Le premier modèle présenté est le modèle DenseNet. Les concepteurs de ce modèle ont remarqué qu'afin d'augmenter leur performance, les réseaux de neurones traditionnels avaient tendance à augmenter leur nombre de couches, qui sont reliées de manière séquentielle. Mais plus le réseau possède des couches, plus les poids des premières couches sont difficiles à optimiser. DenseNet propose donc une structure différente, basée sur les blocs de convolution, où chaque couche est reliée à toutes les couches subséquentes, et tous les résultats sont concaténés. On résout donc le problème de la rétropagation de l'erreur, on réduit le nombre de paramètres à ajuster et on renforce la propagation des features. Au niveau de l'architecture du modèle, le réseau est composé de blocs de convolution, appelés denseBlocks, reliés par des couches de transition. La taille des feature maps reste les mêmes à l'intérieur de chaque bloc de convolution, et cette taille change au niveau des couches de transition. Il existe plusieurs versions du modèle DenseNet, mais dans le cadre du projet, le modèle DenseNet 121 a été implémenté, car c'est celui qui comporte le moins de paramètres. Au niveau de l'implémentation du modèle, la fonction de perte BCE a été utilisée, ainsi que la fonction d'optimisation SGD. Le réseau était entraîné sur 5 époques, avec 32 images par lot et un taux d'apprentissage de 0.01. On va continuer la présentation de modèles avec le réseau GoogleNet. À présent, parlons des raisons qui nous ont poussés à tester et à utiliser l'architecture GoogleNet. Comme pour notre projet, on avait affaire à un très gros dataset avec plus de 100 000 images à traiter, on savait dès le départ qu'on serait confronté à un problème de nature computationnelle. Alors ce qui fait une idée toute simple nous est venue, c'était de chercher une architecture qui permettrait justement de réduire ce coût-là. Et en effet, l'architecture InceptionNet, ou si on veut GoogleNet, permet de réduire le coût computationnel d'un facteur de 1 dixième comparé aux autres architectures classiques, ce qui est très intéressant. Et d'une autre part, le modèle a une très bonne performance de classification. Par exemple, ici, sur ce tableau, on se voit qu'il s'est classé au premier rang lors d'un challenge qui s'est déroulé en 2014 avec un très bas taux d'erreur, ce qui nous intéresse ici le plus. Concernant l'architecture, et de façon très brève, l'idée, ou plutôt l'intuition qui était derrière, c'était de se dire, au lieu de décider par nous-mêmes la taille des filtres à appliquer, appliquons-les tous et laissons la machine décider par elle-même. Alors ce qui fait concrètement, on se
retrouve avec un bloc convolutionnel qui représente le cœur de cette architecture et qui se retrouve pratiquement à tous les niveaux. Alors, brièvement, il reçoit en entrée un tenseur et le fait propager à travers 4 branches, ou 4 flux si on veut, où une série de convolutions est appliquée. Et à la sortie, on concatène le tout. Ici, on retrouve également les paramètres et les variables à utiliser pour l'implémentation du modèle. Le troisième modèle implanté, c'est ShuffleNet V2. Ce modèle suit la même ligne directrice que GoogleNet. Il vise aussi à réduire les coûts computationnels ainsi que le temps d'entraînement et de classification. ShuffleNet V2 a été inspiré de MobileNet et bien sûr de ShuffleNet V1, sa première itération, et il a été conçu pour fonctionner sur des systèmes embarqués. Son architecture est composée de 2 blocs de convolution principaux. Nous avons son bloc de base ici à gauche, où nous débutons par séparer les canaux de l'entrée en 2 branches. La première moitié des canaux traverse une branche d'identité et la deuxième moitié traverse 3 opérations de convolution. Le tout est concaténé et mélangé à la fin. Nous avons donc une entrée et une sortie avec le même nombre de canaux. Le deuxième bloc de convolution n'effectue pas cette division de canaux. Tous les canaux traversent 2 branches avec des opérations de convolution. Le tout est encore concaténé et mélangé à la fin. Par contre, dans ce cas, nous avons une sortie qui a le double de canaux que l'entrée. Les couches du réseau sont disposées comme suit. Nous avons une opération de convolution au tout départ avec un max pool. Nous avons par la suite 3 étages des blocs en série. Et nous avons une dernière opération de convolution avec un global pool, juste avant notre couche pleinement connectée avec 14 neurones de sortie dans notre cas, pour un total de 1,4 million de paramètres. L'implémentation fait appel à une fonction de perte Binary Cross Entropy, une fonction d'optimisation ADAM avec un taux d'apprentissage de 0.001 et finalement une fonction d'activation sigmoid afin d'avoir les probabilités a posteriori d'appartenance à chaque classe. 5 époques d'entraînement ont été faites et la taille par lot est de 16 images. Étant donné la nature médicale ainsi que le besoin de prédire plusieurs cibles simultanément, nous avons opté pour la mesure de performance F1. La mesure F1 est un ratio entre la précision et le rappel du modèle. Alors, voici le tableau de résultats des 3 modèles. Pour référence, le temps d'entraînement variait entre 1 heure et 4 heures et nous avons entraîné sur un jeu d'entraînement d'environ 30 000 images avec un jeu de validation et de test d'environ 10 000 images. Nous pouvons voir ici les performances des modèles est très semblable malgré le niveau de complexité différent. Nous pouvons observer DenseNet avec 7,2 millions de paramètres, GoogleNet avec 6 et ShuffleNet avec 1,4 millions. À droite, vous avez un exemple de graphique de performance, dans ce cas pour ShuffleNet V2. Nous pouvons observer une tendance croissante de la performance du modèle avec les époques, malgré une perte qui reste sensiblement constante. Dans le code du projet, nous avons observé de la difficulté avec la nature débalancée du jeu de données, où une clause dominait toutes les prédictions. Nous avons fait des essais aussi avec des échantillonneurs de PyTorch, mais sans grand succès. Finalement, nous avons utilisé l'environnement Kaggle pour faire nos essais, et vous pouvez retrouver les notebooks d'implémentation des 3 modèles dans les liens suivants. Nous avons aussi les articles qui ont servi de référence pour les implémentations. Je vous remercie de votre temps et passez un joyeux temps de fête.